Le tête de Platon, suite. Socrate. Tu es beau, tête, et non pas laid, comme le disait Théodore, car celui qui parle bien est beau et bon. Et non seulement tu es beau, mais encore tu me rends service, en me faisant quitte d'une fort longue discussion, s'il te paraît que pour certaines choses, c'est l'âme elle-même, et par elle-même, qui les examine, et qu'elle le fait pour les autres au moyen des facultés du corps. C'était en effet ce qu'il me semblait à moi aussi, et je désirais que tu fusses de mon avis. Tête. C'est bien ainsi que les choses m'apparaissent. Socrate. Dans laquelle de ces deux classes places-tu donc l'être? Car c'est ce qui est le plus commun à toutes choses. Je le place parmi les objets que l'âme elle-même cherche à atteindre par elle-même. Et aussi le semblable et le dissemblable, et l'identique et le différent? Oui. Et le beau et le laid, et le bon et le mauvais? Il me semble que ces objets surtout sont de ceux dont l'âme examine l'essence en les comparant quand elle réfléchit en elle-même sur le passé et le présent en relation avec le futur. Arrête ici. Ne sentira-t-elle pas par le toucher la dureté de ce qui est dur et la mollesse de ce qui est mou par la même voie? Si. Mais leur essence, la dualité de leur être, leur opposition mutuelle, et aussi l'existence de cette opposition, c'est l'âme elle-même qui, revenant sur ces notions et les comparant entre elles, essaie d'en juger pour nous, parfaitement. Il y a donc certaines choses que, dès leur naissance, les hommes et les bêtes sont naturellement capables de sentir. Ce sont les impressions qui gagnent l'âme en passant par le corps. Au contraire, les raisonnements qu'on fait sur ces impressions relativement à leur essence et à leur utilité ne viennent que différemment et à la longue, à force de travaux et d'études, à ceux chez qui ils se forment. Cela est certain. Or, est-il possible d'atteindre la vérité quand on n'atteint même pas l'être? C'est impossible. Et si l'on n'atteint pas la vérité sur un objet, en aura-t-on jamais la science? Comment le pourrait-on, Socrate? Ce n'est donc point dans les impressions que réside la science, mais dans le raisonnement sur les impressions. Car c'est par cette voie, semble-t-il, qu'on peut atteindre l'essence et la vérité, tandis qu'on ne le peut par d'autres voies. C'est évident. Alors, appelleras-tu les deux choses du même nom quand il y a de si grandes différences entre elles? Ce ne serait pas juste. Alors, quel nom assignes-tu à la première, c'est-à-dire au fait de voir, entendre, odorer, se refroidir, s'échauffer? Pour moi, je l'appelle sentir, car quel autre nom lui donner? Alors, tout cela, tu l'appelles sensation? Forcément. Et par là, disons-nous, il nous est impossible d'atteindre la vérité, puisque nous ne pouvons pas non plus atteindre l'existence? Non, assurément. Ni par conséquent la science? Non, en effet. À ce compte tête, la sensation et la science ne sauraient jamais être la même chose? Évidemment non, Socrate, et il est devenu à présent tout à fait clair que la science est autre chose que la sensation. Mais si nous nous sommes mis à discuter, ce n'est pas pour découvrir ce que la science n'est pas, mais ce qu'elle est. Toutefois, nous sommes assez avancés pour ne plus du tout la chercher dans la sensation, mais dans le nom, quel qu'il soit, qu'on donne à l'âme, puisqu'elle s'applique elle-même toute seule à l'étude des êtres. Mais cela, Socrate, si je ne me trompe, s'appelle juger. Tu as raison, mon ami. Reprends donc à présent la question dès le début, et faisant table rase de tout ce qui a été dit précédemment, considère, si tu n'y vois pas plus clair, au point où tu en es arrivé, et dis-moi de nouveau ce qu'est la science. Dire que toute opinion est science, Socrate, c'est impossible, puisqu'il y a aussi une opinion fausse. Mais il y a chance que l'opinion vraie soit science, et voilà ma réponse. Si, en avançant, nous trouvons qu'elle ne l'est pas comme nous le croyons à présent, nous essaierons une autre définition. Voilà bien comme il faut parler tête avec décision, plutôt que d'hésiter à répondre comme tu faisais d'abord. En continuant ainsi, de deux choses l'une, ou bien nous trouverons ce que nous cherchons, ou bien nous serons moins portés à croire que nous savons ce que nous ne savons pas du tout,
et certes, ce n'est point là un avantage à dédaigner. Donc, encore une fois, que dis-tu? Étant donné qu'il y a deux espèces d'opinions, l'une vraie et l'autre fausse, c'est l'opinion vraie que tu définis science? Oui, cela me paraît juste pour le moment. Cela étant, est-ce encore la peine à propos de l'opinion de revenir sur un point? De quel point veux-tu parler? D'un point qui me tracasse à présent et qui m'a déjà tracassé bien d'autres fois, au point de me jeter dans une grande perplexité, vis-à-vis de moi-même et des autres, parce que je ne puis expliquer ce qu'est ce phénomène qui se produit en nous et de quelle manière il s'y forme. Quel phénomène? L'opinion fausse. Aussi je réfléchis et je balance encore si je laisserai cette question de côté ou si je l'examinerai d'une autre manière que tout à l'heure. Pourquoi non, Socrate, pour peu que cela te paraisse nécessaire? Tout à l'heure, en effet, en parlant du loisir, vous disiez fort justement, Théodore et toi, que rien ne presse dans des entretiens comme le nôtre. Tu as raison de me le rappeler, car il n'est peut-être pas hors de propos de revenir sur nos pas. Il vaut mieux, en effet, exécuter peu mais bien que beaucoup mais imparfaitement. Sans contredit. Comment donc nous y prendrons-nous? Quelle thèse mettrons-nous en avant? Affirmons-nous que, quel que soit le cas, il y a opinion fausse, que l'un de nous en a une fausse et l'autre une vraie, parce que telle est la nature des choses? Nous l'affirmons en effet. Ne sommes-nous pas à l'égard de toute chose et de chacune en particulier dans l'alternative forcée ou de savoir ou de ne pas savoir? Il y a bien entre les deux apprendre et oublier, mais je les laisse de côté pour le moment car ils n'ont rien à faire dans notre discussion actuelle. Oui bien, Socrate, il ne reste pas d'autre alternative à l'égard de chaque objet que de savoir ou de ne pas savoir. Dès lors, n'est-il pas forcé, quand on se fait une opinion, que ce soit sur quelque chose que l'on sait ou quelque chose qu'on ne sait pas? C'est forcé. Et il est impossible, si l'on sait une chose, de ne pas la savoir, et si on ne la sait pas, de la savoir. Comment serait-ce possible? Quand donc on se fait des opinions fausses, prend-on les choses qu'on sait non pour ce qu'elles sont, mais pour d'autres que l'on sait, et bien qu'on connaisse les deux, les ignore-t-on toutes deux? C'est impossible, Socrate. Mais alors, prend-on les choses qu'on ne sait pas pour d'autres qu'on ne sait pas non plus, et se peut-il qu'un homme qui ne connaît ni Théétète ni Socrate se mette en tête que Socrate est Théétète ou Théétète Socrate? Comment cela se pourrait-il? On ne prend pas non plus, j'imagine, les choses qu'on sait pour celles qu'on ne sait pas, ni celles qu'on ne sait pas pour celles qu'on sait. Ce serait un prodige. Cela étant, quel moyen reste-t-il de se former une opinion fausse? En effet, en dehors des cas que j'ai cités, il est impossible de se former une opinion du moment qu'il n'est rien que nous ne connaissions ou n'ignorions, et dans les cas cités, il est visible qu'il n'y a pas de place pour une opinion fausse. Rien de plus vrai. Peut-être alors n'est-ce pas ainsi qu'il faut considérer la question. Et faut-il suivre une autre voie, et au lieu du savoir et de l'ignorance, prendre l'être et le non-être? Que veux-tu dire? Qu'on peut tout simplement affirmer que celui qui, sur n'importe quel objet, pense ce qui n'est pas, ne peut avoir qu'une opinion fausse, quel que puisse être son état d'esprit à d'autres égards. Cela aussi est vraisemblable, Socrate. Comment donc faire? Que répondrons-nous tête-à-tête si l'on nous pose cette question? Y a-t-il un homme qui soit dans le cas dont vous parlez? Peut-on penser ce qui n'est pas, soit à propos d'un être quelconque ou absolument? J'imagine que nous répondrons à cela, oui, quand on croit quelque chose et que ce qu'on croit n'est pas vrai. Autrement que dire, cela même. Y a-t-il d'autres cas où la même chose a lieu? Quelle chose? Qu'on voit quelque chose et qu'on ne voit pas. Comment cela peut-il se faire? Alors si l'on voit un objet quelconque, sûrement on voit quelque chose qui est. Ou crois-tu qu'un objet soit du nombre des choses qui ne sont point? Non, je ne le crois pas. Alors celui qui voit un objet quelconque voit quelque chose qui est, apparemment.
Et celui qui entend quelque chose entend une certaine chose qui est. Oui. Et celui qui touche quelque chose touche une certaine chose et qui est, puisqu'elle est une. Oui encore. Et celui qui juge ne juge-t-il pas une certaine chose? Nécessairement. Et celui qui juge une certaine chose ne juge-t-il pas quelque chose qui est? Je l'accorde. Donc celui qui juge ce qui n'est pas ne juge rien? Évidemment non. Mais celui qui ne juge rien ne juge même pas du tout. Cela semble évident. Il n'est donc pas possible de juger ce qui n'est pas, ni relativement aux objets existants, ni absolument. Évidemment non. Juger faux est donc autre chose que juger ce qui n'est pas. Il semble bien que c'est autre chose. Ce n'est donc pas de cette façon ni de celle que nous avons examinée un peu plus haut que l'opinion fausse se forme en nous. Non, certainement. Mais est-ce quand elle se forme de cette manière-ci que nous lui donnons ce nom? De quelle manière? Nous disons qu'une opinion fausse est une sorte de méprise qui se produit lorsque, confondant dans sa pensée deux choses également réelles, on affirme que l'une est l'autre. De cette façon, on juge toujours quelque chose qui est, mais on prend l'un pour l'autre. Et l'on pourrait dire à juste titre que, quand on manque ce qu'on visait, on a une opinion fausse. Ce que tu dis me paraît très juste. Lorsqu'en effet on prend une chose laide pour une chose belle, ou une belle pour une laide, alors on se fait une opinion véritablement fausse. On voit bien, tête, que tu me méprises et que tu ne me crains pas. Pourquoi au juste? C'est que tu n'as pas cru, j'imagine, que je relevais ton véritablement faux en te demandant s'il est possible que ce qui est vite se fasse lentement, ce qui est léger lourdement, et tout autre contraire, non selon sa propre nature, mais selon celle de son contraire, à l'opposé de la sienne propre. Cependant, je laisse cette objection pour ne pas décevoir ta hardiesse. Mais es-tu satisfait de ton assertion que juger faux, c'est prendre une chose pour une autre? Oui.